Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors 5G incomprise, vaccin critiqué, smartphone obsolescent, l'innovation est désormais synonyme de pollution, voire de privation de liberté aux yeux d'une certaine frange de la population. Qu'on en juge, des sondages récents publiés par l'Institut Via Voice pour Challenge nous révèlent que seulement 36% des Français considèrent que les innovations sont, je cite, une source d'espoir. Fait marquant, les plus optimistes sont les seniors et les plus critiques, les personnes se disant opposées à la mondialisation économique. Lutte des classes, écart des générations, l'innovation cristallise les failles qui traversent la société française. Et nos invités aujourd'hui vont vous expliquer pourquoi il est grand temps de changer notre regard et nos exigences sur l'innovation afin qu'elle redevienne synonyme de progrès. Par le truchement de la visioconférence, on a le plaisir de débattre aujourd'hui avec Gilles Babinet. Gilles Babinet, bonsoir. Vous êtes le vice-président du Conseil national du numérique, entrepreneur et un visage bien connu de la tech française. Nous avons également Clément Cabane avec nous. Bonsoir Clément. Vous êtes à la tête de Guerbet France, un groupe pharmaceutique français spécialisé dans l'imagerie médicale. Tariq Rim, vous êtes vous aussi bien identifié dans la technosphère française. On vous qualifie souvent de pionnier du web. Vous êtes le fondateur de Polite, le créateur de NetVibes, mais aussi de l'initiative Slow Web. Enfin, Hélène Lechesne, bonsoir. Vous êtes étudiante à la Toulouse School of Economics, rédactrice en chef adjointe de TS Economist, et vous serez à nos côtés pour passer nos invités à la question. Maurice, j'ai également le plaisir de t'accueillir aujourd'hui en tant que coprogrammateur de Futurapolis Planet. On va commencer par une question au fond très large, très complexe et à laquelle il va falloir répondre très rapidement. Messieurs, dames, on met le terme innovation aujourd'hui à toutes les sauces. Histoire d'y voir plus clair, ça vous évoque quoi, vous, l'innovation, en 30 secondes? Et Gilles Babinet, c'est à vous de vous lancer. L'innovation, c'est un peu le mot moderne du progrès, me semble-t-il, pour lequel il y avait un consensus qu'on a, comme vous l'avez très bien souligné, perdu depuis quelques années, en tout cas en France, parce que j'observe que c'est pas le cas dans tous les pays occidentaux, loin de là. Et je pense qu'au-delà de ça, c'est pour les entrepreneurs quelque chose qui est plus de la notion de la disruption, c'est-à-dire du fait de sortir, de passer les lignes jaunes. Et je crois que c'est une opposition de plus en plus fréquente avec la notion de R&D, c'est-à-dire de processus plus traditionnels. Clément Cabane, c'est à vous de vous lancer maintenant. Alors, j'aime bien votre question. Pour moi, il est important, quand le monde est en effervescence, de revenir au sens des mots. Alors, sur un plan étymologique, ça vient de quoi? Ça vient du latin in, qui veut dire dans, et de novare, qui veut dire rendre nouveau, renouveler, refaire, restaurer, transformer, changer ou innover. Hélène Lechesne, après cette petite leçon de latin, c'est à vous de vous lancer en tant qu'étudiante parmi nous. Donc pour moi, l'innovation, c'est tout ce qui consiste à améliorer ce qui existe dans notre société. Donc comme l'a dit Clément, l'idée de la nouveauté, avec plutôt une connotation positive. Et comme l'a dit Gilles aussi, moi je dirais que ça se rapporte beaucoup à l'entreprise, dans le sens où une entreprise qui innove, ça serait une entreprise qui fait mieux que son concurrent. Tariq, c'est à vous de résumer les débats maintenant. Pas évident. Non, mais j'ai l'impression que le terme d'innovation, c'est un mot qui veut plus dire grand-chose, parce que déjà, il a été utilisé littéralement à toutes les sauces. C'est un peu comme le mot éthique en ce moment. On a toujours, quand on parle d'innovation, en général, c'est que c'est certainement pas quelque chose d'innovateur. Et puis, c'est aussi, je crois, une certaine vision politique du monde, une idée que l'on doit tout changer tout le temps. C'était pendant longtemps le motto de Facebook, Move fast and break things. Et puis on se rend compte aujourd'hui que on va vite, on casse beaucoup de choses, mais que c'est très difficile de les réparer. Je dirais que pour conclure que l'innovation en fait aussi entre deux choses qui sont radicalement opposées. D'un côté la disruption et de l'autre côté la résilience. Et on en parlera plus tard, mais moi je me sens plutôt proche de la deuxième partie. Hélène, je crois que vous aviez une petite question à poser à l'un de nos invités pour démarrer ce débat. Oui, pour commencer, Gilles, pourquoi, selon vous, il y a une telle défiance des Français vis-à-vis de l'innovation? Donc, notamment, par exemple, la 5G, on constate qu'elle est vraiment beaucoup critiquée en France, alors qu'elle pourrait représenter une potentialité incroyable. Donc, quel est votre point de vue sur cette question? Alors, la 5G est un sujet intéressant parce que je rappelle que c'est en France qu'il y a eu
crispations les plus importantes à l'égard de cette technologie. Quand on discute avec les grands fournisseurs de technologie, vous voyez, bon, on n'a jamais eu ce problème à ce point dans aucun autre pays. Et donc, il faut essayer d'interroger ça. Et on a eu d'ailleurs un précédent avec le compteur Linky, réaction extrêmement forte. Moi, me semble-t-il, il y a un certain nombre de cristallisation autour effectivement d'un mode de société dont on ne veut plus, qui est celui de l'hyperconsommation, etc., et qui a été symbolisé d'une certaine façon par la 5G. Mais il y a des travaux qui ont été faits à l'époque par Enedis qui ont montré, et je pense que ça s'applique particulièrement bien à la 5G également, que au travers de la 5G, c'est aussi le centralisme qui est dénoncé. Les gens qui se sont opposés à la 5G sont plus que de coutume des ruraux ou des périurbains. Ce sont souvent des gens qui sont issus de classes sociales défavorisées, où la mobilité sociale est réduite. Et donc, ils ont vu au travers de cette 5G, finalement, un peu tous les symboles de ce qu'ils unissent de façon chronique. Alors Clément, de votre côté, vous êtes on le rappelle, un industriel du secteur de la santé. Bon, du côté de la santé, il n'y a aucun problème, tout va très bien, il n'y a aucune défiance. Je plaisante évidemment, dans le maelstrom actuel, la défiance énorme en matière, en ce qui concerne par exemple les vaccins. Comment ça se passe? Pourquoi ce secteur suscite-t-il une telle méfiance, voire défiance? Alors, avant de répondre à votre question, je vais citer une phrase que j'aime bien d'Henri Poincaré, qui, tout le monde le sait ou ne le sait pas, qui est un mathématicien, enfin était un physicien théoricien, un philosophe des sciences. Et il disait « Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes qui, l'une et l'autre, nous dispensent de réfléchir. » Alors, dans le domaine de la santé qui est le mien, c'est un domaine qui touche le moi profond de chacun des individus face à la maladie. Face à la maladie, le patient, il est tout seul. Alors, il peut être accompagné, soutenu, mais il est tout seul avec sa maladie, de patient. Donc, la sensibilité, elle est à la hauteur de cette situation. Alors, on a, vous le disiez de façon humoristique, vous avez toutes et tous en tête des scandales qui éclatent dans le monde de la santé. Et si on ajoute à cet état de fait la donnée suivante, qui est que dans les comorbidités ou la morbidité les plus répandues dans le monde, ce sont des maladies qui sont non transmissibles. C'est-à-dire que j'ai la propre dégénérescence de mes cellules, ce qui fait que c'est une sensibilité forte pour chaque patient et ça représente près des 3/4 des décès dans le monde, des personnes âgées de 15 ans ou plus. Donc la question légitime que le patient se pose, c'est: est-ce que le traitement qui m'est proposé est sûr? Est-ce qu'il est suffisamment testé? Est-ce que l'industrie a la conscience des effets secondaires? Est-ce que tout est maîtrisé? C'est les différents arguments que l'on a pu entendre sur le bien fondé ou non du vaccin contre la Covid-19. Alors, pour justement pousser les uns et les autres à réfléchir, comme le signalait Raymond Poincaré, pour moi, les industriels de la santé, dont je fais partie, mais aussi les politiques, les agences gouvernementales en charge de la santé, les professionnels de santé doivent faire preuve et part de pédagogie, de transparence pour éclairer au mieux l'ensemble des patients sur le bénéfice incontesté de l'industrie au sens large, qu'elle soit médicamenteuse ou qu'elle soit des dispositifs médicaux, dans l'ensemble des traitements que ça apporte au bénéfice de la population. 99,99% des industriels du monde de la santé sont des gens responsables et sérieux, dont la motivation principale reste quand même comment est-ce que j'apporte un traitement ad hoc aux personnes dont j'ai la charge. Tariq, on vient d'évoquer spécifiquement l'industrie de la santé. Avec vous, je vais prendre un peu de recul et je vais vous demander, selon vous, à quel moment, on en parlait avec Gilles Babinet il y a quelques instants, quelques minutes, à quel moment, selon vous, la branche du progrès s'est séparée de ce qu'on va appeler la branche de l'innovation? À quel moment il y a eu cette
espèce de distinction qui aujourd'hui paraît évidente aux yeux de beaucoup de monde. Vous, je sais que personnellement, vous avez été à Milipol, qui est le grand Raoult de l'armement français, dans lequel les grands acteurs de l'armement montrent leurs dernières innovations. Dans ce cas-là, on peut difficilement parler de progrès. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Selon vous, ça date de quand? Si ça date d'un certain moment, parce qu'après tout, les innovations dans le domaine de l'armement ne datent pas d'hier. Oui, décidément, finalement, grâce aux réseaux sociaux, on sait où les gens sont partout. Effectivement, j'étais à Milipol pour parler de souveraineté numérique. Et avant d'évoquer la question militaire, la question que vous posiez, qui est à mon avis une question fondamentale, qui est de savoir en fait à partir de quel moment l'innovation, le progrès sont devenus distincts, et dans le cadre qui nous intéresse, à partir de quand la défiance envers les plateformes numériques a émergé, ce qui est finalement quelque chose qu'on peut dater d'une quinzaine d'années. Je dirais que notre génération, en tout cas la génération des gens, et Gilles le sait aussi, qui ont vécu les débuts de l'Internet, on a une place assez spéciale parce que nous sommes à la fois les gens qui avons vu le monde d'avant l'Internet, face à une génération qui de plus en plus n'aura pas vu tout ça, n'aura pas connu en fait ce que c'était avant ce monde. Et nous sommes aussi une des générations qui a, je ne vais pas dire être tombée dans le panneau, mais a adoré la technologie de manière un peu béate et naïve, parce que c'était quelque chose d'extraordinaire, et donc on a suivi toutes ces technologies. Et à un moment donné, effectivement, et à mon avis, en tout cas de mon avis, le moment où les choses ont commencé à poser des problèmes, c'est à partir du moment où l'économie s'est structurée en des grands groupes monopolistiques. Finalement, toutes ces technologies sont intéressantes. Les technologies de santé, d'IA, de données personnelles sont intéressantes, évidemment. Mais quand elles sont utilisées par quelques acteurs, ça pose un problème. Sachant que, et je pense que Clément pourra le confirmer, c'est dans le monde d'avant, quand on était diabétique, on avait de l'hypertension, on était diabétique, on avait de l'hypertension. Dans le monde du Covid et de l'après-Covid, on devient un risque potentiel de comorbidité, et donc au niveau assurantiel, au niveau de plein de choses, tout peut changer. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir effectivement cette concentration, cette vision très monopolistique d'agrégation des données pose une question. Alors, quand vous dites alors moi, ce que je trouve fascinant avec Milipol, j'avais été pour des raisons qui n'avaient rien à voir. Je ne suis pas du tout un spécialiste de ce domaine, mais j'étais allé il y a une vingtaine d'années, et à l'époque, c'était un peu le moment de l'armement roi, des forces spéciales. Et là, quand vous êtes à Milipol, vous vous rendez compte que la moitié des stands, en fait, c'est des stands de cyber, de drones, d'écoute, d'analyse. Donc, en fait, la technologie qui a capturé l'ensemble des industries l'a fait également avec l'armement. Mais fondamentalement, et on l'oublie, l'IA, l'intelligence artificielle et ou ce qu'on appelait avant la cybernétique et le numérique ont toujours été des technologies de guerre. Et ça pose d'ailleurs une question, parce que il y a une vision politique qui est comment on va utiliser le numérique pour simplifier le monde, ou en tout cas essayer de le simplifier. De l'autre côté, il y a une question business, c'est comment utiliser le numérique pour créer des boîtes et donc créer de la valeur économique. Et il y a une troisième chose qui est comment utiliser le numérique pour attaquer des pays, désinformer, faire des attaques cyber. Le problème qu'on a, c'est que ces trois Internets sont le même. On vit dans le même Internet, c'est-à-dire que l'Internet où on utilise les réseaux sociaux est le même qui est utilisé pour déstabiliser des pays, des opérations psychologiques, qui est le même pour construire de la valeur économique. Et à la fin, et ça pose une vraie question, c'est de savoir finalement quelle est la finalité. C'est-à-dire quelle est la finalité au niveau d'un État, quelle est la finalité au niveau d'une entreprise. Aujourd'hui, il y a un désalignement entre les intérêts qu'on appelle les big tech, les femmes, enfin, la terminologie change régulièrement, et les États. Quand on voit le fait que l'Europe, qui est en fait emprisonnée entre deux visions du monde, celle des États-Unis et celle de la Chine, et qui n'a pas été aujourd'hui capable de faire émerger sa propre voie. Et quand je dis sa propre voie, c'est-à-dire de faire du logiciel européen, parce que je suis persuadé que le logiciel, c'est comme c'est de la culture, c'est une vision culturelle du monde. Ça pose effectivement un problème. Et je crois que quand beaucoup de gens qui n'ont pas forcément toute cette compréhension sentent aujourd'hui que le monde qui est imposé à travers les terminaux, qui est imposé à travers ces outils, n'est pas un monde qui est, je dirais,
à la fois contrôlé par nous, mais aussi compatible avec les valeurs que l'on a en Europe, qui sont les valeurs des Lumières et une vision souvent beaucoup plus humaniste et beaucoup plus collaborative du monde que ce qui existe dans la Silicon Valley, encore une fois, et en Chine. Alors, Gilles, vous voudriez peut-être... Allez, vas-y Boris, je t'en prie. Non, je t'en prie, vas-y. Gilles, j'allais vous demander de réagir au propos de Tariq Rim sur peut-être ce désembranchement de l'innovation et du progrès. C'est une question assez complexe, j'en ai bien conscience. C'est quoi votre opinion là-dessus ? Non, en fait, là où je rejoins Tariq, c'est que je pense qu'effectivement, on n'a pas réussi à créer un mythe collectif européen autour de ces sujets. Et ce qui me surprend, moi, quand je vais, alors maintenant plus tellement, mais aux États-Unis ou en Chine, c'est une sorte de foi candide dans l'innovation. Alors évidemment, on est biaisé parce qu'on va plus souvent à New York et dans la Silicon Valley qu'entre les deux. Mais il n'en est pas moins vrai que je pense que la question que vous posez de savoir pourquoi il y a une forme de défiance à l'égard de l'innovation, elle s'applique particulièrement, comme je le disais tout à l'heure, à la France. C'est-à-dire que quand on fait des études, alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé d'études spécifiquement sur l'innovation, il en existe probablement. En revanche, sur les baromètres de la confiance, de l'optimisme, on a OpinionWay qui fait régulièrement des études à cet égard. La France est toujours parmi les pays les plus pessimistes d'une façon générale. Et me semble-t-il, il y a quand même, et ça ressort assez souvent, je pense, dans les travaux plus qualitatifs qui sont faits à cet égard, le sentiment que nous n'avons plus, on est en train de perdre finalement ce qui avait été pendant des siècles, c'est cette capacité de faire le monde qui était propre aux Français. La France était, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, la 4e ou 3e puissance économique mondiale. Maintenant, on doit être 7 ou 8e. Et puis, la France avait un message pour le monde, qu'on ait une forme d'empathie pour ce message ou pas, ou de comportement critique. Elle n'en avait pas moins quelque chose à dire. Et c'est probablement moins vrai aujourd'hui. Et dans le monde qui est le nôtre, celui de Tariq et de moi, je pense que s'il y a une vision qui s'exprime, une vision probablement européenne, et encore une fois, je suis très proche de ce que vient d'exprimer Tariq, ça n'est pas une vision populaire. Ce qui est différent, à mon avis, aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a quand même... Moi, j'étais assez surpris de voir que, quelqu'un comme Shannon, par exemple, c'est quelqu'un qui est rentré dans la culture populaire aux États-Unis. Et qu'on a beaucoup plus souvent aux États-Unis qu'en Europe des films sur les pères de l'Internet ou les grands fondateurs du monde de la technologie. Donc on a créé un mythe collectif qui est vivant, qui reste vivant aujourd'hui, avec ses qualités, ses défauts qui sont nombreux et de plus en plus visibles. Cette dynamique-là, on a probablement été plus en peine de la faire dans l'espace européen et encore plus dans l'espace français, dont certaines caractéristiques de verticalité s'opposent finalement au monde qui vient, qui est un monde beaucoup plus granulaire et beaucoup plus horizontal. Comment est-ce qu'on fait pour réenchanter, alors, pour enrayer ce glissement progressif vers le déclassement français? Parce que vous dites qu'il y a quand même peut-être même un trauma collectif de dire on ne compte plus autant qu'avant. Est-ce qu'on peut stopper? Est-ce que c'est une chute inexorable? On a vu récemment qu'on est devenu des seconds couteaux du numérique. On voit que l'État a choisi d'abandonner son cloud souverain pour devenir un cloud de confiance. Alors, je ne veux pas être trop technique pour celles et ceux qui nous écoutent, mais bon, quelque part, c'est une litote pour dire que la France va déléguer à Google une partie de la gestion de ses données. Est-ce que c'est un déclin qui est irréversible? On est sur une pente? Écoutez, je vais vous faire une réponse qui va vous surprendre parce qu'elle est très éloignée des enjeux de politique industrielle que vous évoquez. Mais je pense qu'on réenchante en allant chercher des facteurs comme la façon dont on collabore à l'école primaire, la façon dont on crée des mythes collectifs, la façon dont on est capable de s'enthousiasmer pour une cause. Ce qui, à mon avis, est un peu plus difficile pour des pays un pays comme la France qui a eu très longtemps un avantage qui était la culture cartésienne, qui nous a permis de développer de grandes écoles, de grandes cultures d'ingénieurs, ou des cultures qui sont des cultures scientifiques, mathématiques,
en outre, mais qui ont l'inconvénient de porter en elles finalement une vision très critique du monde. Et quand vous êtes dans des phases d'articulation comme aujourd'hui, c'est pas forcément un avantage. J'ai évoqué tout à l'heure la différence entre la R&D et l'innovation. On a besoin de sortir de la boîte, de passer du jaune. Et pour ce faire, on a probablement besoin d'une forme de vision compassionnelle sur ce que pourrait être le monde de demain. Et c'est difficile pour les Français. Alors peut-être que le salut viendra des jeunes. Je vous ferai réagir ensuite, Tariq. Hélène, là je vous prends un parti en tant que le jeune. La jeune en l'espèce aujourd'hui, on glose souvent sur la prise de conscience environnementale des jeunes. Enfin, on glose, nous, les vieux. Comment est-ce que votre génération accueille-t-elle la sortie de chaque nouvel objet technologique indispensable à chaque fois? On parle de l'iPhone ou tout récemment des nouveaux MacBooks. Comment ça se passe? On voudrait avoir un éclairage. Et c'est dur parce que sur vos frêles épaules, vous représentez toute la jeunesse aujourd'hui, Hélène Lechêne. Quelle pression! Oui, donc je vais parler pour l'ensemble des étudiants, mais évidemment, ça sera à prendre avec des pincettes. Pour moi, je dirais qu'on n'est pas les premiers, nous, donc les étudiants, à se ruer sur les nouvelles innovations de Apple notamment. D'une part, à cause d'une sensibilisation écologique. On essaye vraiment, j'ai l'impression, donc pour la majorité des étudiants, je dirais de faire durer nos appareils malgré l'obsolescence programmée. Et aussi, évidemment, pour des raisons financières, on peut pas se permettre de dépenser des milliers d'euros à chaque fois qu'un nouvel iPhone sort. Mais pour en avoir discuté avec d'autres camarades, j'ai l'impression que certains, dans des grandes écoles ou certaines universités, peuvent ressentir une forme de pression sociale à l'achat de telle ou telle innovation. Par exemple, pour grossir le trait, quand on est dans un amphi et qu'on voit que 80% des élèves autour de nous possèdent un MacBook, un iPhone assez récent, sans que ce soit forcément le dernier, on peut avoir cette forme de pression sociale. Et je pense qu'il faut, oui, aussi rappeler que l'innovation, ça peut être un marqueur social et qui nous invite à consommer de telle ou telle manière. Mais on peut espérer qu'avec notre prise de conscience écologique, ces comportements de consommation un peu mimétiques, je dirais, vont amener à s'atténuer avec le temps. Alors je me demandais tout à l'heure si le salut allait venir des jeunes. Vous souhaitiez mettre en avant finalement des applications, des trouvailles récentes. Je vous laisse la parole, Hélène. Oui, alors moi pendant la crise sanitaire, j'ai été particulièrement étonnée de voir que l'application Covid Tracker, contrairement à ce que j'imaginais au début, elle n'avait pas été créée par le gouvernement, mais par un jeune ingénieur de 25 ans qui, sur la base des données du gouvernement, avait mis au point cette application et qui est ensuite devenue la référence à tel point que même le gouvernement lui-même l'utilisait. Et je me suis demandé pourquoi, si ces données sont gouvernementales, pourquoi est-ce que l'administration publique ne mettait pas elle-même au point un service similaire. Et j'aurais aimé savoir quel était votre point de vue sur cette question, sur le fait que cette innovation soit venue d'un jeune un peu, que ce soit une innovation citoyenne finalement. Gilles Babinet, vous avez peut-être un avis sur la question, sur comment on peut expliquer qu'après tout cette innovation qu'on vient critique ne soit pas issue du giron de l'État, mais plutôt d'un giron, on va dire, ingénierial assez indépendant. Écoutez, tout à l'heure, je parlais de la qualité qui est propre, qui est assez consubstantielle à la nation française. Et en fait, cet exemple est extraordinaire parce que moi, je me bats depuis plusieurs années pour mettre en place ce qu'on appelle le service numérique citoyen, c'est-à-dire faire en sorte que ce ne soit plus uniquement des informaticiens de l'État qui développent des applications, mais que on ait une logique plus distribuée. Et cet exemple de Guillaume Crozier a été la démonstration, par la preuve entre guillemets, que ça fonctionne. Et je veux dire, moi, depuis que c'est arrivé, on a fait pas mal de buzz, notamment avec Base Impact, qui est une association de codeurs citoyens, pour essayer de mettre cette dynamique en avant. Et l'État est pris de court. Moi, j'ai beaucoup de réunions actuellement sur ce sujet-là, et je pense que c'est vraiment intéressant parce que ce qui se passe au sein de ces réunions, c'est une forme il
y a un vrai choc, je pense, culturel qui est ressenti par cette espèce d'état stratège qui n'en est pas un et qui se rend compte que finalement cette dynamique du digital, cette dynamique transversale, eh bien, elle n'est pas que technique, elle comprend aussi des façons de collaborer, de faire, etc. Et je relie directement ça à la notion de confiance. C'est-à-dire que on ne résoudra pas les enjeux de confiance en faisant des grands débats citoyens. Parce que le grand débat citoyen, avec un G majuscule, c'est toujours la verticalité. Et encore une fois, je pense que beaucoup de gens, je ne veux pas viser précisément des individualités, mais ne comprennent pas l'esprit au sens hegelien du temps qui vient et qui est juste irréversible. Juste un truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les techniques façonnent le monde de façon beaucoup plus forte qu'on ne le croit. Le monde westphalien dans lequel on vit, c'est-à-dire un monde d'États structuré par des États et des lois, il est directement la conséquence de la maîtrise de la poudre à canon. Et à un moment, à peu près au début de la Renaissance, on commence à industrialiser ces techniques. Et à ce moment-là, on se rend compte que pour pouvoir avoir les capitaux suffisants pour pouvoir maîtriser ces techniques, il faut des royaumes. Et que le petit seigneur local, il peut plus faire ça. Et ça a très largement structuré notre compréhension du monde tel qu'il existe aujourd'hui. Là, on arrive dans quelque chose de différent. Et on a beaucoup de mal à l'avaliser. Et je pense que c'est aussi en partie ce qui alimente la crise de confiance. Tariq, vous en pensez quoi, vous? Est-ce que, selon vous, Vidmados, c'est un peu le symbole ultime de cette perte de pouvoir, on va dire, de l'État en tant que suprême innovateur, suprême partisan et père du progrès? Et est-ce qu'on sortirait pas, comme le dit Gilles Babinet, d'un monde westphalien, d'un monde basé sur des États-nations, à un monde basé, après tout, sur une innovation très individuelle, avec ses bons et ses mauvais côtés? Non, moi, je crois pas à ça. Déjà, juste avant, je voulais revenir sur ce que vous disiez, Hélène. Vous parliez de l'iPhone. Pour moi, l'iPhone n'est pas une innovation. C'est juste un produit. Et d'ailleurs, moi, ce que je trouve très intéressant quand vous en parliez en disant que on est de plus en plus concerné par la manière dont ces produits sont faits. On est aussi concerné par le fait que, très honnêtement, on est en train de rentrer dans l'ère post-iPhone, post-social media. C'est-à-dire qu'on a été saturé par ces outils. On se rend compte que l'iPhone 13, 14, 15, fondamentalement, n'ont aucune valeur ajoutée. C'est à la différence de la 5G qui, et à mon avis, c'est aussi une des raisons, c'était ce que je disais tout à l'heure, qui a fait qu'on l'a mal expliqué. C'est avant la vitesse, c'était la désaturation c'était la première chose qu'a amené la 5G, c'est qu'on avait un environnement désaturé. On aurait dû expliquer que 80% des bornes étaient mises à jour par logiciel, il y avait rien d'autre à faire que de le faire. Enfin, ça a été un débat assez mal expliqué. Non, moi je crois qu'on est en fait. Bon, déjà, je pense qu'on est dans l'ère on est dans une guerre où dans les 10 à 15 ans, quelque chose d'assez significatif. Est-ce que c'est une guerre? Est-ce que c'est une autre chose? Probablement avec la Chine va se mettre en œuvre. Quand on regarde la manière dont tout s'organise et tout structure, il y a un vrai sujet, hein, que ce soit d'ailleurs par rapport à la question de l'énergie, par rapport à la question des ressources, par rapport à la question aussi des big tech, puisque clairement, les États-Unis sont en train d'expliquer à l'Europe, rejoignez-nous. Alors, ce sera une forme de colonisation, mais on vous protégera de la Chine. C'est ce qu'ils ont d'ailleurs proposé aux Australiens avec les sous-marins. Et donc, on a un vrai problème aujourd'hui. C'est pas d'absence d'État stratège ou de trop d'État stratège, c'est qu'on a mis des gens qui sont pas bons à des postes clés. Ce que le Covid a fait exploser à la face de tout le monde, c'est qu'on avait mis des gens qui, par leur entre-gens, leur connexion, se sont retrouvés, et je pense que Clément pourra en parler bien mieux que moi, s'il le souhaite, à des postes clés dans la médecine, dans la santé, et arrive la crise. Et je sais que Gilles le sait bien, puisque nous, depuis quand nous en parlions, et nous étions prêts, on parlait de quel masque on voulait avoir, on était en janvier, je crois. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, incroyable. Absolument. C'est vrai. Donc on a évidemment réfléchi à toutes ces questions parce qu'on s'était évidemment rendu compte que naturellement, pardon, je vérifie juste un peu des choses. Que fondamentalement, on était dans une situation
qu'on connaissait, c'est-à-dire toute personne qui avait un raisonnable bagage scientifique se rendait compte de tout ça. Dans le numérique, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a plus personne qui travaille dans la tech, dans les grands groupes du CAC 40, au sein de l'État. Donc la question, c'est pas de savoir si on fait de l'open innovation, de l'open machin, les choses comme ça, c'est d'avoir des gens compétents. À un moment donné, ce que j'ai appris là en écoutant récemment un podcast du général Maigret sur la dissuasion nucléaire, décision du général de Gaulle, 5 ans plus tard, on a un lanceur, le Mirage 4, qui n'existait pas. On a une bombe atomique qui n'existait pas, et on a fait un accord international pour avoir un ravitailleur et être capable d'emmener ces avions partout, en 5 ans. Et ensuite, les innovations qu'on a eues, c'est quoi? C'est le Concorde, directement attribué à ça. Et donc, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que nous aussi, on peut pas, à un moment donné, dans le cloud souverain, parce que l'accord avec Thales, les accords dont on parlait tout à l'heure, il s'agit pas uniquement de se dire on va utiliser le cloud parce que c'est meilleur. C'est que le cloud, dans une période où on est en guerre avec Taïwan, potentiellement, enfin pas nous, mais qu'il y aura une guerre autour de Taïwan et des puces, que Renault n'arrive plus à fabriquer de voitures, qu'on ne sait pas comment on va fabriquer le cloud des 5 prochaines années, ça me semble être une folie de ne pas travailler à une forme de résilience. Parce que la disruption, pour la disruption, c'est sympa, mais comme l'idée d'appuyer sur un bouton et on a des masques qui viennent de Chine, c'était une très bonne idée. Sauf que le jour où toute la planète veut le faire en même temps et que personne n'est livré, on se pose des questions. Et je crois qu'aujourd'hui, une des clés importantes, ça va être de passer d'un modèle de disruption à tout prix de l'État, alors qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. On n'a pas besoin du cloud. Il y a plein de choses qui fonctionnent bien. Et notre génération, d'ailleurs, un peu plus âgée, a connu une époque d'excellence des services publics. C'est qu'à un moment donné, on a aussi pas mis les bonnes personnes, pas eu les bonnes politiques, et qu'il faut revenir à quelque chose où on remet non seulement la technologie, mais surtout l'expertise, qu'on mette des bâtisseurs. Si on ne met que des consultants qui, malheureusement, à part choisir le meilleur des PowerPoint, celui qui a l'air le plus joli, n'ont aucune idée de savoir si finalement travailler avec les big tech ou faire sa technologie en interne est meilleur, parce que finalement ils ne font qu'écouter. C'est le problème de tous les hommes politiques et à mon avis aussi de tous les candidats pour 2022, d'entendre ce qu'on leur dit parce qu'ils n'ont pas la capacité par eux-mêmes de choisir. Ce qui a été le problème aussi pour la santé, puisque on parle de vaccin ARN, mais les gens savent même pas la différence entre l'ADN, l'ARN, ils savent même pas ce qu'est une exponentielle, donc ça pose après des problèmes pour avoir une stratégie. Donc je crois qu'il va falloir remettre des gens compétents au cœur de ces choses, et je crois que les gens sont aussi en demande. C'est que on l'a vu. Ce qui est intéressant avec Vitmados très rapidement, c'est que Guillaume, c'est un ingénieur très compétent qui a fait un produit, qu'il a fait parce qu'il y avait aussi des sources d'open data du gouvernement. Il faut quand même l'avouer. Il a utilisé ce qui existait et il l'a structuré. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que si une personne peut le faire, si on met les bonnes personnes au sein de l'État, on peut faire changer les services publics. Et à mon avis, ça va être une demande de plus en plus importante. Voilà. Clément Caban, c'est à vous de réagir maintenant. Tariq vous a peut-être fait une passe décisive ou un cadeau empoisonné. On va vous faire réagir sur le fait qu'il y aurait certaines personnes médiocres, peut-être, ou de niveau assez moyen au sein de certaines tranches de l'administration publique française. Non, pas spécifiquement de l'administration française, je partage l'analyse qu'a Tariq, c'est que la Covid-19 alors, ça n'engage que ma vision des choses, et j'en sors pas une loi des grands nombres, parce que ce n'est qu'un constat que je fais dans un univers qui reste restreint, qui est le mien. Ce que la Covid-19 a mis en avant, c'est qu'elle a permis enfin de voir les gens qui étaient mauvais, mais quel que soit l'endroit où ils soient, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les entreprises, que ce soit chez les étudiants. Ça a permis de mettre ça en avant. Mon fils qui a passé son doctorat pendant la Covid, ça m'a aussi permis de voir qu'il y avait des jeunes doctorants comme lui qui étaient des nuls et d'autres qui étaient bons. Et pourtant, ils ont tous le même diplôme à la fin, ils sont tous docteurs. Et que ça a mis en avant aussi des individualités hors du commun, qui étaient aujourd'hui dans une masse difficilement visible, un peu comme les spectres lumineux. Et à partir du moment où la Covid est arrivée, en mars 2020, la rétractation des données économiques a fait que les mauvais se sont dit « je vais me cacher » et les bons se sont dit « est-ce que j'ai un champ libre ?» Le jeune homme dont vous parlez, effectivement, a profité du champ libre, parce que c'est un garçon, a priori, extrêmement bien structuré entre ses deux oreilles, et il a profité du champ libre. Je vais vous raconter l'anecdote suivante sur les individus et les jeunes individus avec leur niveau de performance. Il y a quelques années de ça,
J'embauche, je précise son origine parce que j'ai toujours été très impressionné par ce que l'Inde a été capable de faire sur les jeunes ingénieurs en informatique. Et j'embauche, étant extrêmement attentif au fait qu'il faut donner sa chance à tout le monde dans notre société, j'embauche un jeune ingénieur indien pour travailler sur des logiciels dans mon entreprise. Le gars, en 4-5 mois, il arrive à me résoudre des problèmes qu'on n'était jamais arrivé à résoudre. Alors on était soit mauvais, soit lui était très fort, soit un concours de circonstances. En tout cas, les choses se passent ainsi. Et le service des armées, je rebondis sur ce que dit Harry, il y a aussi un service de santé. Et dans les congrès, nous discutons forcément avec le service des santé des armées qui fait partie de nos clients. Et j'échange avec un haut gradé en disant, voilà, moi j'ai été impressionné par ce jeune garçon. Et 3 mois plus tard, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que je me le fais piquer par l'armée. Donc ils l'ont débauché, ils l'ont pris chez eux, parce que le niveau de compétence du garçon était tel que il n'allait pas rester longtemps dans une entreprise privée. Donc ce que je veux dire dans cet exemple-là, j'en tire pas une loi des grands nombres, mais c'est que la performance, et je rebondis sur ce que disait Gilles et ce que dit Hélène, il y a une performance en France qui existe, il y a une qualité en France qui existe, on a des individus qui sont bien formés, on a des individus qui sont bien calibrés, on a un sentiment historique indépendamment d'être à l'heure, mais on a toujours peur du succès dans notre société judéo-chrétienne. Mais la valeur des gens est là, la valeur des jeunes est là, et à partir du moment où un champ s'ouvre, et pour moi c'est ce que la Covid, et c'est ce qu'elle continue à montrer, à partir du moment où le champ est ouvert, il est fini le temps où, par la puissance de mon incompétence, j'étais capable de faire en sorte que ça ne se voit pas. Ça touche ensuite de façon plus large les résultats donnés soit par des administrations, soit par des entreprises. Mais ce que ça met en avant, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus pour moi comment dirais-je, de chasse gardée, il n'y a plus la possibilité, même si on est richissime comme le sont les grands GAFA de cette planète, pour faire en sorte que de jeunes acteurs bien formés et bien calibrés soient capables d'effondrer un certain nombre de citadelles. Et c'est pour ça que comment ça se fait quand même que ces jeunes qui souhaitent innover vont et pensent davantage réussir aux États-Unis? Il y a quand même encore une fuite des cerveaux. Alors, ça c'est une bonne question. Je voudrais juste, si vous m'accordez 5 minutes, je voudrais juste, pour répondre à ce type de questions, en tout cas c'est ma méthodologie de fonctionnement, je pars sur des bases concrètes. La première, c'est le fameux classement de Shanghai que tout le monde connaît. Dans les 15 premières universités classées dans ce classement, il y en a effectivement 13 américaines, il y a une anglaise et une française. La française est à la 14e place et c'est Saclay. Je monte un peu le curseur, on va partir sur les 100 premières universités. Dans les 100 premières universités, nous en avons 5. Donc vous avez Saclay, il y a Paris Sciences, l'Aix-Sorbonne, Université Paris et Grenoble-Alpes. Le pourcentage d'investissement dans la R&D, qui est l'autre composante des cerveaux et de la façon dont on est capable de les conserver ou pas en France. Si on compare dans le top 20 des entreprises mondiales qui investissent le plus dans la R&D, si on raisonne en valeur absolue, la première c'est Amazon. Amazon, c'est 177 milliards de chiffre d'affaires et c'est 22,6 milliards d'investissement en R&D. Maintenant, le ratio, parce que ce qui compte, c'est le ratio, c'est ce qui démontre la capacité d'une entreprise à convaincre à la fois ses actionnaires et à la fois ses salariés qu'il y aura un petit peu moins d'argent parce qu'on va mettre un peu plus ailleurs. Donc, le ratio d'Amazon, c'est 12,7. On raisonne en pourcentage. La première société française, donc qui est à la 19e place, c'est le groupe pharmaceutique Sanofi, qui lui fait 43 milliards d'euros de chiffre d'affaires et place 6,6 milliards. Donc lui, son ratio, c'est 15,3. Ce qui veut dire que la société Sanofi, elle fait beaucoup plus d'efforts que la société Amazon dans la gestion de son entreprise pour placer des fonds dans la R&D. La dernière composante, elle est
la France aujourd'hui est au 6e rang des déposants de brevets. Alors, on en a de mémoire 7900. Alors, les détracteurs vont me dire, oui, mais les 3 premiers, ils sont entre 53 et 59 000, dont acte. Maintenant, les 3 premiers, Gilles et Tariq ont nommé ces pays-là, on n'est pas dans la même catégorie ni en matière de population, ni en matière de PIB. Donc, être à la 6e place dans un pays qui est le nôtre, il y a une certaine fierté à avoir par rapport à ça. Si je regarde la France, purement la France, dans l'industrie de la santé en France, c'est 90 milliards de chiffre d'affaires par an, donc 40% à l'export. Et l'ensemble de ces entreprises, elles mettent 10%, un peu plus de 10%, c'est-à-dire qu'elles mettent 9 milliards d'euros sur la table pour le R&D. Vous avez, alors je vais le lire parce que je veux pas écorcher les noms, vous avez 6 grands pôles d'activité dans le cadre des entreprises numériques de santé en France. Vous avez donc Alsace Bio-Vallée, Atlampol Biothérapie, Eurobiomed, Lyon Bipol, Médecine Paris Région et Nutrition Santé Longévité. Donc un pays comme le nôtre, il a été capable de mobiliser ces 6 grands centres qui sont basés et répartis sur le territoire national, en mettant de l'argent sur la table et donc en gardant les talents. Donc pour moi, oui, les USA sont puissants et attractifs. Oui, la France reste une terre d'innovation avec des jeunes chercheurs qui sont, pour moi, tous bien formés, qui sortent d'universités, qui sont capables de leur donner le niveau nécessaire et suffisant. Et je reprends les propos de Tariq que je partage totalement, c'est que pour moi, aujourd'hui, les jeunes, leur projet de vie, c'est pas forcément d'avoir ou de répondre à un pont financier. Leur projet de vie, pour moi, de ce que je peux voir en tout cas sur mes propres enfants, c'est que c'est des projets qui sont collaboratifs et qui doivent avoir un sens collectif. Et on arrive avec ça, en tout cas dans le monde de la santé qui est le mien, à garder un grand nombre d'acteurs qui ont décidé de travailler pour les entreprises françaises dans le monde du R&D. Gilles Babinet, est-ce que selon vous, c'est un peu ça la solution à tous nos maux en France, vis-à-vis, on va dire, de la puissance pays innovateur, c'est la prise de conscience des impératifs et des enjeux différents des simples enjeux financiers. J'ai lu récemment un article dans le New York Times qui évoque tous ces ingénieurs français de Polytechnique qui refusent de plus en plus de partir aux États-Unis pour essayer de monter ou de mener des projets, on va dire, qui leur plaisent vraiment, plutôt qu'aller bosser pour je ne sais quelle boîte de la Silicon Valley. Est-ce que vous, à vos yeux, c'est un peu ça la solution face à cette puissance financière américaine, au fond, contre laquelle on ne peut pas vraiment lutter? C'est un peu notre enjeux et impératifs moraux ou éthiques qui peuvent prendre le dessus? Ou est-ce que c'est un vœu pieux? Je parlais il n'y a pas très longtemps avec le directeur de Polytechnique et qui me disait qu'en gros l'attrition américaine s'est considérablement réduite. Il y a beaucoup moins de gens qui, en sortant du diplôme, partent aux États-Unis qu'il y a 4-5 ans. Donc ça, je pense que c'est probablement le fait qu'il y a plus d'opportunités entrepreneuriales et d'une façon générale que les polytechniciens et probablement ceux qui sortent des grandes écoles en général sont plus enclins à entreprendre qu'auparavant. Mais il faut pas se leurrer, hein. On est quand même sur un système. Je viens de sortir avec l'Institut Montaigne un rapport qui justement explique comment est-ce qu'on peut redevenir une nation innovante, que je vous invite à lire, j'invite vos auditeurs à lire. En fait, ce qui nous a beaucoup surpris dans ce rapport, c'est l'effet de marche dès que vous sortez des grandes écoles. C'est-à-dire que oui, on fait toujours 23 000 ingénieurs par an, et c'est plutôt pas mal, mais derrière, des techniciens de bon niveau, on est très mauvais, on est vraiment mauvais, et notamment pour tout ce qui sont le parcours universitaire, on est, je pense, si on retire l'effet de loupe de Paris-Saclay, on est déclassé. Voilà, donc quand on prend les grands pays en matière d'investissement en R&D, donc la France est aujourd'hui à 2,15. Voilà, c'est exactement la moyenne OCDE. Ça nous met en 16e position sur les pays de l'OCDE. Donc c'est pas dramatique, mais on peut pas prétendre être une nation innovante avec ces caractéristiques. Donc ça, c'est à mon avis un facteur quand même important, mais qui n'est pas unique. Et puis, par rapport à ce qui a été dit, notamment vis-à-vis de la crise du Covid, moi, ce qui me semble être problématique, c'est le fait que le spoil system ne fonctionne pas bien.
C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses qui ont, notamment dans le cadre de cette crise, dysfonctionné. On a la Cour de justice de la République qui s'intéresse à ce sujet, mais d'une façon générale, on n'a pas cherché, en tout cas, l'État n'est pas très allant pour essayer de comprendre où se trouvent les dysfonctionnements et pour en tirer les conséquences. Et ça, je crois qu'une société, je vais au-delà de la notion de l'État ou des fonctions de service public, société qui n'est pas capable d'avoir un spoil system, que ce soit dans les grandes entreprises, dans le corps social, dans les administrations publiques, qui a un spoil system qui fonctionne, c'est une société qu'on a mis à court ou moyen terme. Et ça, pour moi, c'est vraiment un facteur très préoccupant, et je pense que c'est aussi l'une des raisons de la colère, probablement à la fois des gilets jaunes, et puis de ceux qui, d'une certaine façon, s'opposent au progrès et à la technologie. Ça se traduit, entre autres, par le fait que la mobilité sociale en France est désormais en dessous de la moyenne OCDE, et alors qu'elle a été très longtemps au-dessus. Et ça, c'est aussi préoccupant. Peut-être, Hélène, une question sur un impensé. Jusqu'à présent, on a parlé d'innovation et on a un petit angle mort, sans doute, sur le climat. On vous entend pas. Vous êtes... La technique nous joue des tours. Oui. Selon vous, dans quelle mesure l'innovation peut nous aider à répondre aux défis climatiques qui, je pense, on l'accordera tous là-dessus, c'est vraiment l'enjeu du 21e siècle? À qui a posé la question? À tout le monde, à la cantonade, peut-être. Allez-y, Gilles. Ouais. Écoutez, la transition énergétique, moi j'ai passé la journée sur ce sujet en passant, mais ça ne peut être résolu qu'avec de la technologie. C'est-à-dire que si vous prenez le modèle tel qu'il existe aujourd'hui, vous pouvez essayer de le tripatouiller dans tous les sens. Le modèle décroissant, qui est une partie de la solution potentiellement, on a aujourd'hui la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, enfin hier plutôt, qui a sorti 6 scénarios de transition énergétique. La plupart des scénarios font appel à la notion d'économie d'énergie. Moi, je considère qu'il y a un pas entre la notion de décroissance et ça. Mais ce qui est évident, c'est que ils intègrent des modèles qui reposent massivement sur de l'innovation. Alors, est-ce que le fait de mettre plus de nucléaire, c'est de l'innovation? C'est une question, mais si on devait mettre plus de nucléaire, ça serait ce qu'on appelle des EPR NG, nouvelle génération, qui sont dotés d'un certain nombre d'innovations par rapport à ce qui précède. Et puis au-delà de ça, quand on commence à regarder de façon un petit peu plus fine les scénarios qui ont été posés sur la table dans le cadre du GIEC, la plupart des émergents font appel à des processus d'innovation. Un des facteurs, par exemple, c'est la décarbonation du transport. Décarbonation du transport, c'est une rupture quasiment aussi forte que l'arrivée du moteur à explosion, où vous passez au tout électrique, et puis au-delà de ça, vous passez à des véhicules qui ne sont plus la propriété finalement de ceux qui les usent, mais qui sont des véhicules qui sont partagés. Et donc ça introduit beaucoup d'enjeux qui sont liés au numérique, et ça a des effets qui sont significatifs, puisque le transport à lui tout seul, c'est 34% des émissions de CO2. Donc on en passe par là. Je pourrais étendre ça aux 3 autres grands facteurs d'émissions de CO2 qui sont l'industrie, le housing et l'agriculture. Et on se rend compte que c'est la même chose. La question, je pense, et ça reboucle avec notre première interpellation, c'est finalement comment on recrée un consensus autour de l'innovation. Et là, je pense qu'on reboucle aussi avec le fait qu'on est en changement d'air, qu'on est sur des régulations qui doivent être méta, qui sont au-dessus des États, carbone n'a pas de frontières, et donc qui nous imposent à repenser la façon dont les consensus se construisent, et que, évidemment, ça crée aussi des frictions quand on introduit des taxes carbone dans un certain nombre de pays. Il y a des gens qui crient à la fois à la hausse du pouvoir d'achat et à la perte de compétitivité. Ils n'ont pas forcément tort d'ailleurs, puisque c'est
factuellement ce qui peut se passer si c'est mal fait. Et donc, il y a un travail qui est compliqué parce qu'on a un phénomène d'urgence, on doit agir maintenant, et en même temps, on doit créer un consensus, et les consensus, ça se fait pas toujours dans notre temps très court, ça nécessite de l'explication, et donc souvent du temps long. Oui, je crois d'ailleurs que le consensus autour de la question du nucléaire ou des énergies renouvelables n'est pas encore pour demain en France. Vous pourrez le constater dans un numéro du Point qu'on a publié la semaine dernière autour de la question énergétique. Vous l'évoquez, Gilles Babinet. On peut espérer tout de même que ces discussions-là soient au centre au moins d'une partie de la campagne présidentielle, un peu plus que le nom de famille ou le prénom des individus. Clément Cabane, on vous fait peut-être réagir, vous, sur cette interpellation d'Hélène Le Chêne ? Oui, la question est très bonne. Alors, je vais rester dans le domaine qui est le mien, le monde de la santé, de l'imagerie médicale. Alors, ça reste un petit monde, donc on n'est pas des gros consommateurs d'énergie, mais enfin, chacun participe à la dépense. Et sa question est très bonne parce que l'impact de l'innovation dans le monde de l'imagerie médicale, on est à notre échelle qui reste petite, mais extrêmement gourmand en énergie. Parce que les machines qui sont utilisées sont gourmandes en énergie. Alors, pour éclairer le grand public, c'est ce qu'on appelle un scanner, c'est ce qu'on appelle une IRM, c'est ce type de choses, ce qu'on appelle un accélérateur de particules, ça consomme beaucoup d'énergie. Et les logiciels qui sont attenants, les logiciels d'intelligence artificielle, tous les logiciels qui sont autour sont consommateurs d'énergie. Et la question qui se pose toujours dans la médecine, c'est de se dire, est-ce qu'on accepte, il peut y avoir la balance bénéfice-risque, mais c'est surtout est-ce qu'on accepte ou pas de se dire, est-ce qu'à un moment, l'innovation peut engendrer une problématique de diagnostic ou de thérapie, et donc avoir un impact sur les potentiels malades que nous sommes tous. Donc, est-ce qu'on est prêt à accepter ça? Alors, dans les sociétés occidentales qui sont les nôtres, qui avons la chance d'avoir accès à la médecine, à l'eau chaude et au gaz, c'est assez sensible. Dans les pays qui n'ont pas accès à tout ça, la sensibilité est moindre. Mais dans la nôtre, qui présente quand même, qui touche quand même environ 1,7 milliard de personnes, il y a une très très forte sensibilité. Et l'ensemble des industriels dans ce domaine se sont dit, il va falloir qu'on change un petit peu de paradigme et qu'on travaille à la fois sur l'importance de la qualité de l'imagerie, c'est-à-dire être capable de continuer à progresser pour pouvoir avoir la meilleure image possible, mais en même temps tenant compte de ce fait que on doit continuer à être bon tout en consommant moins. Et les données d'ingénierie et les innovations qui sont nées de façon générale dans ce monde-là en sont une des conséquences. Garantir une qualité de machine en faisant en sorte que les machines consomment moins. Et on est arrivé, moi je suis un vieux du monde de l'image diagnostique, on est arrivé avec des consommations je vais donner un facteur parce que sinon ça n'a pas de sens, mais entre la première machine qui a été inventée, enfin pas inventée, la première machine qui a été financée par les 4 fameux Beatles. Le premier scanner au monde, c'est les Beatles qui ont mis l'argent sur la table pour qu'il puisse sortir, qui consommait 100, et aujourd'hui on est dans une consommation de 10. Donc l'ensemble des efforts et de l'innovation nécessaire à répondre à cette demande-là reste constante et une vraie prise de conscience est problématique pour les industriels, même si l'industrie de l'imagerie médicale est infinitésimale, mais bon, les petites rivières font les grands fleuves. On aimerait beaucoup faire réagir Tariq Krim à cette question. On a un petit doute sur sa présence ou non parmi nous. C'est la beauté du truchement de la technologie, c'est que parfois on disparaît, on apparaît de manière assez instantanée. Malheureusement, si Tariq n'est pas là, on va conclure cette table ronde. On a été ravis de vous accueillir. Gilles Babinet, Clément Cabane, Hélène Le Chêne, merci encore du temps consacré. On vous remercie à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans quelques semaines dans le cadre de Futurapolis Planète. Ah, Tariq est peut-être parmi nous. Tariq, le mot de la fin, vous êtes arrivé en plein milieu de la conclusion. Si on vous entend, on vous laisse réagir sur la question d'Hélène, sinon on rend l'antenne. Oui. Je laisse les petits oisillons de la technique nous dire ce qu'il en est. Vous m'entendez par hasard? Non? Oui, on vous entend, Tariq. On ne vous voit pas, mais on vous entend, donc on finira comme ça, téléphoniquement.
Désolé pour ça. Les aléas de la technique, voilà, justement, avoir les dernières technologies, j'ai mis à jour mon système, évidemment. Ça n'est pas, malheureusement, je n'ai pas pu entendre puisque tout était bloqué. Aucun problème. On va vous répéter la question, Hélène va le faire. Oui, ma question était donc, dans quelle mesure l'innovation peut-elle nous aider à répondre aux défis climatiques ? Ça, c'est une excellente question parce que je pense qu'on a deux problèmes. Le premier, c'est ce monde qu'on a construit des réseaux sociaux qui nous empêche de réfléchir, qui fait que désormais, le Covid-19 est devenu quasiment un test de QI, où on a des manipulations sur des choses qui semblaient être stabilisées dans la science et qui ne le sont apparemment plus. Et donc, tant qu'on n'a pas résolu, à mon avis, ce problème, qui est donc un problème de redonner du sens à la technologie et surtout, à mon avis, de réguler ces plateformes de façon à ce que... Parce que le problème du changement climatique, c'est un problème essentiellement scientifique. Il nous faut des climatologues, il nous faut des scientifiques, des spécialistes en thermodynamique, de l'eau, de la biosphère, de la biologie, de tous ces domaines. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on a l'air de dire à la jeunesse, c'est devenez un influenceur TikTok. Donc, il va falloir changer ce narratif de la même manière qu'on a changé ça après l'arrivée de la NASA. Il ne faut pas oublier que la Silicon Valley existe parce que tous les enfants d'ingénieurs ou de gens qui auraient aimé être ingénieurs pendant la période de la NASA, la grande époque de la NASA, ont ensuite envoyé leurs enfants vers des écoles d'ingénieurs. Et la Silicon Valley est en fait un peu l'enfant, j'allais dire illégitime, voire, mais plutôt légitime de cette période. Et là, aujourd'hui, on a besoin de remettre de la science. Et remettre de la science, c'est actuellement former des scientifiques de très haut niveau. J'entendais tout à l'heure ce que Clément disait, et je suis entièrement d'accord, c'est que on a un savoir-faire très bon. Hein. Il ne faut pas oublier que l'Europe a créé Linux, le web. On parle d'IA, mais Python a été inventé en Hollande. MySQL, toute l'architecture du monde nouveau a été inventée ici. Ce qui nous a souvent manqué, c'est de croire dans notre propre capacité à changer, à faire émerger un savoir-faire technique, parce qu'on a un héritage technologique. Et je pense que dans le domaine aussi du climat et dans ces domaines, vous le savez bien, parce que vous les invitez souvent, on a de très grandes pointures en Europe sur ce domaine. Et je pense que c'est un domaine sur lequel l'Europe peut devenir un leader. Mais pour cela, il va falloir aussi à nouveau former des scientifiques et pas uniquement des communicants, ce qui est parfois, alors je sais que je caricature un petit peu, ce qu'on a le sentiment quand on voit la manière dont les sujets sont traités. Tariq Rahim, c'était parfait comme mot conclusif. Je vous remercie d'avoir été là, même sans vos Excusez-moi caméras. encore pour ce petit désagrément Je technique. vous en prie, on vous donne rendez-vous donc les 25, 26 et 27 novembre à Toulouse au Quai des Savoirs pour Futurapolis Planète. On y parlera de liberté, d'environnement et d'innovation technologique. On aura le plaisir d'accueillir entre autres Bruno Le Maire, Laurence Toubiana, Philippe Biwix, Gaspard Koenig, Aurélie Jean, Lionel Nakache, Jean-Claude Kaufmann, Boris. On aura le plaisir d'accueillir toutes ces personnes tous les deux. Je remercie tous les gens de la technique qui ont rendu possible cette visioconférence et on vous dit à très vite. Passez une excellente soirée. Si, au revoir. Merci.